Bien, bon, alors je voudrais d'abord remercier Madame Troelkorn, d'abord de son excellent exposé, et surtout de m'avoir laissé quand même encore la possibilité de parler du blocus, qui est tout de même moi, mon sujet central. Je vais tout de même être obligé un petit peu de revenir sur ce qu'elle vous a dit, parce qu'il faut que les choses soient, je dirais, très claires sur la question. Alors, d'abord, la déclaration de Paris. La déclaration de Paris, il faut voir tout de même ce qu'il y a derrière la déclaration de Paris. La guerre de Crimée, ça n'a rien à voir avec la liberté des mers. Par contre, à cette conférence, il y a la Grande-Bretagne, et il y a le Premier ministre Palmerston. Donc, derrière la déclaration de Paris, c'est la Grande-Bretagne qui va vouloir faire entrer, si vous voulez, des idées sur la liberté des mers. Et la liberté des mers, pour elle, c'est surtout la suppression de tout ce qui est guerre de course, piraterie, tout ce premier paragraphe, la course et demeure abolie. Il y a un dernier paragraphe, je ne suis pas certain que ça vienne de leur part, parce que quand ils disent, quand il est écrit dans alors je répète rapidement, la course est et demeure abolie, le pavillon neutre couvre la marchandise neutre n'est pas saisissable, article 3, et puis il y a surtout le quatrième, sur lequel je voudrais revenir. Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de déclarer le blocus, il faut mettre en place un certain nombre d'unités, de la marine pour tenir le blocus. C'est-à-dire maintenu par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral ennemi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le temps passant, la marine à vapeur remplaçant la marine à voile, on va se rendre compte que tenir un blocus est quelque chose de particulièrement impossible. La marine française qui écrase dans sa utilisation de supériorité absolue sur la marine prussienne en 70 ne va pas arriver à tenir le blocus des ports allemands. Ce sera un fiasco épouvantable. Pourquoi? Parce que les bateaux à vapeur ne peuvent pas tenir devant les ports, rester en permanence, etc. etc. C'est aussi stupide, si je puis dire que ça. Lorsque, au tournant du siècle, comme je l'ai dit hier, c'est pire. C'est pire, on s'aperçoit qu'on ne peut pas maintenir, avec la mine, le sous-marin et la mine, on ne peut pas maintenir des flottes devant des ports ennemis, c'est les vouer au massacre. Alors évidemment, les choses vont se présenter de façon tout à fait différente. Après, la déclaration de Paris, il y a la déclaration de Londres, où aussi chacun revoit un petit peu les listes de contrebande à sa manière. Et la déclaration de Londres, elle a surtout un énorme inconvénient, c'est qu'elle n'a pas été ratifiée. Elle n'a surtout pas été ratifiée, et d'abord et surtout, par les Britanniques. C'est la haute cour britannique qui refuse la ratification. Aucun pays, d'ailleurs, finalement, n'a ratifié quand la guerre est déclarée. L'amirauté britannique, en plus, complète, parce qu'ils appellent les Orders in Council, les ordres en conseil, modifient à leur gré la liste des marchandises qui vont être, dont le transport va être interdite par les neutres. Donc, si vous voulez, c'est finalement la plus grande liberté qui s'instaure face à la législation internationale. Et alors, surtout, ce qui va se passer, les États-Unis, à ma connaissance, vous avez dit, Madame exige, ils n'ont pas exigé. À ma connaissance, ils ont demandé. Ils ont demandé, alors là, ce qui est intéressant, c'est que l'Allemagne dit oui tout de suite. L'Allemagne accepte, déclare qu'effectivement, elle se sent liée par cette déclaration. Et c'est là où l'Angleterre, elle, dit oui, mais, elle complète la déclaration par ses ordres en conseil qui, finalement, la modifie de façon complète et leur permet finalement d'arrêter, de définir exactement ce qui est peut-être considéré effectivement comme marchandise qui peut passer, ou au contraire ce qui peut être saisi. C'est une conception quand même très libre à ce moment-là de l'application de la déclaration de Londres. Enfin et surtout, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est vraiment ce que j'appellerais l'acte fondateur du blocus. Le 2 octobre 1914, il y a même pas 3 semaines que la guerre est déclarée. La Grande-Bretagne, l'amirauté britannique, fait cette déclaration de zone minée. Elle est derrière
derrière ma tête, la zone, voilà, la zone que vous voyez sur la carte est annoncée comme zone minée. Évidemment, la navigation neutre est invitée à la contourner, et la contourner, c'est passer par les ports britanniques pour se faire contrôler. C'est donc une forme de contrôle parfaitement brutale. Le blocus n'est pas tenu par des beaux bâtiments avec de beaux pavillons, le blocus est tenu par cet instrument bête mais terriblement méchant qui s'appelle la mine. Et cette zone va rester en place pendant toute la guerre. Les Allemands comprennent immédiatement ce que ça représente. C'est le blocus. Pour eux, c'est là que commence le blocus. Alors effectivement, on s'aperçoit que sur le plan commercial, c'est beaucoup plus compliqué, et c'est là où l'intérêt, madame, est intéressant, parce qu'on s'aperçoit que finalement ça a été très long, et c'est une très longue histoire. Mais pour les Allemands, c'est la zone minée est comprise immédiatement comme la mise en place d'un blocus, et notamment d'un Hungerblockade, d'un blocus de la faim, tout. Je vous l'ai expliqué après ça hier, le déclenchement de la guerre sous-marine, mais le déclenchement de la guerre sous-marine, les Allemands vont encore attendre plusieurs mois, c'est-à-dire que leur réaction n'est pas du tout immédiate. Ce qu'il y a quand même, c'est que alors, la déclaration de zone minée, elle est complétée, pour que personne ne s'y trompe, par une déclaration de Winston Churchill. Winston Churchill avait l'art de la formule, et il explique aux Anglais, oui, bon, alors vous savez, on a mis en place quelque chose. Alors, évidemment, vous allez avoir l'impression qu'au début, il ne se passe rien. Il est en train, finalement, d'expliquer qu'un blocus, il faut quand même un certain temps pour que la vie, on aboutisse à des résultats. À cette époque, on ne le savait pas encore. Il faudra un certain temps, mais rassurez-vous, ils vont crever. Ils vont crever. Et comme il avait le sens de la formule, un certain sens politique, il dit ils vont crever aussi sûrement que le chêne perd ses feuilles à l'automne. C'est très beau. Enfin, il y a surtout, ils vont crever. Donc là aussi, les Allemands ne pouvaient que comprendre la raison de la mise en place de cette zone minée. Alors un petit peu après, réaction, quand même, il y a une première réaction des Allemands, c'est le grand amiral Tirpitz, dont je vous ai dit qu'en fait, hier, qu'il ne commandait rien du tout. Il ne commandait rien du tout, mais comme ça avait été le réalisateur de la flotte allemande, il était quand même perçu comme quelqu'un de très important en Allemagne. Donc sa déclaration, un journaliste américain, ayant une certaine un retentissement immédiat, il dit, dites donc, la zone minée, mais qu'est-ce qu'on dirait si nous commencions, nous torpillions tous les bâtiments de commerce là, autour de la Grande-Bretagne. En gros, c'est à peu près ce qu'il dit. Donc, si vous voulez, c'est l'annonce de la guerre totale au commerce. Ça déclenche évidemment une certaine stupeur, mais les choses en restent là. Et il va falloir attendre encore février pour que commence la première manifestation de la guerre sous-marine allemande. Oui, il faut attendre le 4 février 1915 pour la déclaration de la zone de guerre allemande, de la zone de guerre autour de la Grande-Bretagne. Alors vous voyez que ça entoure pratiquement toutes les eaux de la Grande-Bretagne. Vous remarquerez aussi, et nous le comprenons maintenant grâce aussi à l'exposé de Madame, c'est que ce petit chenal, c'est vers la Hollande. Eh bien, je pense que c'est la préservation justement de ce lien commercial. Vous nous avez tout dit, je ne vais donc pas en rajouter. Vous avez expliqué ça de façon très complète. Vous voyez que tout de même, ils ont pensé, en mettant leur zone de guerre, attention, il faut tout de même garder la liaison entre la Grande-Bretagne et la Hollande, parce qu'elle est aussi intéressante pour nous. Je dirais que le blocus britannique, je crois que vous l'avez dit, a été complété encore en mars 1915 par une déclaration dans laquelle les Anglais ont déclaré que aussi on saisirait la marchandise qui, à partir des pays neutres, des peurs neutres, doit être exportée vers l'Allemagne. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a vraiment un blocus à complet. Voilà, si vous voulez, des situations. La dernière chose que je voudrais vous dire, qui me paraît intéressante, c'est de voir comment ces manifestations ont été prises en compte par ce que j'appellerais les opinions publiques.
Je ne crois pas faire preuve de partialité en disant que la déclaration de zone minée de la part de l'Angleterre, c'est un acte d'une brutalité inouïe, hein. C'est un acte de guerre. Attention, vous passez par là, tous vos bâtiments vont exploser, vous ne passez plus par là parce que je vous l'interdis. Ça revient en gros dire ça. Il y a eu des protestations, notamment des protestations assez vives des États-Unis, mais les choses, disons, en sont restées là. Ça s'est calmé, les protestations se sont rapidement calmées. Par contre, déjà, la déclaration de Tirpitz a soulevé un début d'indignation, et quand le gouvernement allemand a annoncé le début, enfin pratiquement le début de la guerre sous-marine, hein, par la déclaration de la zone de guerre autour de la Grande-Bretagne, ça a été un tollé. La guerre au commerce aux sous-marines a eu, dès le début, une image effroyable. Les sous-marins étaient des pirates. On a rétabli d'ailleurs le terme de pirate. L'autre jour, j'ai ouvert un livre d'un historien tout à fait honorable, Gaston Toudouze, des années entre les deux guerres, traitant de la guerre. Eh bien, il y a une photo dans laquelle on montre un cargo éprenant un sous-marin, et la légende, c'est « le pirate va aller au fond de la mer ». Donc, c'est là, à mon avis, où les Anglais ont très bien joué, c'est que sur le plan de l'opinion internationale, il n'y a absolument aucun doute, hein, qu'ils ont réussi à imposer, à faire comprendre, et je dirais même à faire admettre leur stratégie de guerre, qui était une stratégie violente, comme toutes les stratégies de guerre, hein. Tandis que les Allemands, jusqu'au bout, alors qu'en plus, ils vont mener une guerre sous-marine. Je vous en ai pas dire ce que je vous ai dit hier, hein. S'il y a eu 4 ou 5 épisodes différents, c'est parce qu'en fait, il a fallu attendre quand même 1917 pour faire ce que j'appellerais une guerre violente. Ils ont mis quand même 3 ans à passer de la contrainte, de la menace, à la violence intégrale. Et bien, même de cette façon-là, la guerre sous-marine allemande aura été frappée d'une espèce de malédiction. Ce sera considéré comme un acte de guerre violent. On parlera encore de barbarie, de crime, etc. Voilà, je vais en rester là pour